On est quand même dans un système, là où on parle d'anthropocène, capitalocène, dans le sens où l'être humain, il est rentré dans la géologie là quand même. C'est-à-dire que là, notre activité humaine, elle a maintenant eu un impact sur la géologie terrestre, quoi. On est rentré dans une autre ère. Donc nous, en tant qu'architectes, on ne peut plus concevoir en fait un espace par le dessus, quoi. Ça n'existe plus en fait. Il faut concevoir, mais toutes les strates en fait de la terre et du vivant. C'est pas vide en fait les espaces tels qu'on les conçoit. Il faut aller sur le site, il faut aller, il faut discuter avec les habitants et juste parfois, même si c'est pas hyper productif ce qu'on fait, c'est vraiment se sentir. Vous parliez du sensible, mais c'est vraiment ça quoi. On peut plus continuer à concevoir comme on fait maintenant et moi je le ressens comme ça et je pense que les jardins joyeux c'est pareil, c'est-à-dire là, voir ces bâtiments qui sont détruits, cette terre qui n'est plus que des blocs quoi, c'est terrible par rapport à ce qu'il y avait avant, c'était une friche en fait. C'était vraiment très très beau. Parce que je pense qu'il y a deux antécédents qui sont vraiment hyper importants dans la métropole rouennaise dont on n'a pas encore parlé. C'est quand même la ferme des Bouillons, où en fait, c'est entre 2012 et 2015, où en fait, il y a Imochamp qui a pu posséder donc une ferme qui est située à Mont-Saint-Aignan et qui avait juste un permis de démolir et pas de permis de construire, qui comptait tout raser pour ensuite certainement construire du pavillonnaire et compagnie. Donc il y a eu une occupation un peu comme ce qu'ont fait les Gigi, sauf que là c'était beaucoup, il y a du maraîchage, des champs et compagnie. Et en fait, ils ont réussi à imposer un usage au site, si bien que même s'ils ont été expulsés en 2015, ils ont réussi à changer la donne. Bon, ils n'ont pas eu la possession des terres, il se trouve que c'est une famille, les Mégars, qui ont eu droit. C'était une part d'échec, mais il n'empêche qu'ils ont réussi à imposer un usage sur le site, quoi, par leur occupation. Et aussi, en 2016, il y a eu Nuit debout, qui a occupé l'église Saint-Nicaise dans le quartier de Saint-Nicaise, qui a donc quand même fait une sorte de mini-ZAD déjà dans ce quartier-là et qui a amené justement une revalorisation un peu de cette église qui allait se faire détruire aussi, qui est vraiment très très belle. Et dans le quartier Saint-Nicaise, on a aussi dans les années 90, au niveau de l'impasse de Flandre, ils comptaient détruire des bâtiments pour construire encore un immense immeuble. Et il y a un collectif d'habitants qui s'est insurgé de ça et ils ont réussi à faire capoter en fait ce projet immobilier. Donc il y a déjà en fait dans le quartier Saint-Nicaise un cadre propice pour que les jardins joyeux s'y incrustent. Et il se trouve que dans Nuit debout, il y avait déjà quelques personnes des jardins joyeux qu'on retrouvera donc plus tard. Il y avait la boisse de Saint-Nicaise et compagnie. Donc en fait, il n'y a pas les Gigi qui sont arrivés d'un coup par magie en fait. Il y a vraiment un contexte qui va se faire autour. Et il se trouve que le quartier Saint-Nicaise, on va dire les années 50-70, c'était un quartier particulièrement insalubre, avec beaucoup de marchands de sommeil, des étudiants qui vivaient dans des conditions vraiment pas possibles. Et depuis les années, on va dire 2010, il y a quand même une gentrification qui est en train de se faire dans ce quartier-là, où on se dit, bah quand même c'est proche de l'hôtel de ville, on va densifier à fond ce quartier, on va racheter tout ça. Et on parle quand même du soutien des habitants, mais il se trouve que certains qui sont peut-être plus silencieux, ils trouvent aussi quand même pas mal d'avantages, c'est-à-dire que leur mètre carré à eux, en tant que propriétaire, va être carrément valorisé, donc en fait, ils y trouvent carrément un intérêt, en fait, à ce que le projet immobilier se fasse, quoi. Surtout avec des immeubles de standing et tout ça. Donc en fait, c'est vraiment pour dire que un collectif à lui tout seul peut pas venir hors contexte et tout ça, c'est-à-dire il s'inscrit vraiment dans une histoire, et pour en revenir au commun, un peu pour une sorte de définition, c'est-à-dire qu'avant on parlait des communs, notamment avec l'histoire qui s'est passée au XVIe, XVIIe siècle avec ce qu'on appelle la grande enclosure des communs, où en fait on a commencé à avoir une privatisation des terres agricoles et beaucoup de paysans ont dû partir, notamment en Angleterre, et ce qu'on appelait les communaux ont disparu au profit de la propriété privée pratiquement. Et ce sont ces mêmes paysans qui vont partir en fait dans les villes, notamment avec l'exode rural dont on n'a pas arrêté de parler, et qui ont participé en fait à la révolution plus ou moins industrielle en fait, à tout ce capitalisme urbain qui va se faire. Et les communs en fait ils rentrent dans cette marge de l'histoire où finalement la privatisation va commencer à se faire quoi. Et en 1968, on va enfoncer le clou, il y a un ouvrage qui s'appelle La tragédie des communs, où un essayiste, un géographe plutôt, Garrett Hardin, va dire les communs ça n'existe pas, il n'y a qu'une solution, c'est la propriété privée, le marché, ou c'est en fait l'action de l'État, voilà, avec les marchés publics. En disant que en fait, les communs ne peuvent pas fonctionner par eux-mêmes parce que c'est le libre accès, c'est le passager clandestin, c'est en fait des groupes d'individus vont en profiter, du coup ils vont zigouiller en fait toutes les bonnes volontés d'un collectif, sauf que lui il confondait libre accès et commun avec des règles, avec un collectif qui vraiment s'organise et tout ça. Et entre parenthèses, cette vision-là des communs et le fait que la privatisation va être choisie
par rapport au commun. C'est ce qui a mené notamment à des formes néocolonialistes en Afrique, ou notamment en Éthiopie, où on considère notamment que des peuples qui occupent justement des terres et compagnie, en fait, vous ne savez pas vous occuper de vos terres. Donc on va les prendre, on va en faire des parcs nationaux et compagnie, des terrains verts, et vous partez. Donc en fait, il y a eu des expropriations terribles qui se sont faites, notamment en Afrique, parce qu'on considère que les gens ne savent pas en fait gérer eux-mêmes par leur intervention, par vraiment un collectif et des règles, des terres. Et donc, en 1990, il y a une économiste qui s'appelle Elinor Ostrom qui va publier La gouvernance des biens communs en disant si c'est possible, économiquement parlant, les communs, en fait, c'est une économie qui peut se faire. Et donc, elle va suivre plein d'études de cas partout dans le monde qui montrent justement en fait, que les communs, ça existe. Et donc, on avait Gareth Hardin qui disait qu'il n'y avait qu'une solution, le marché, le privé et l'État, les communs, c'est pas possible. Elinor Ostrom disait non, en fait, les communs peuvent exister entre le marché et le public. Donc c'est pour ça en fait que les Gigi, c'est super intéressant ce qu'ils font en fait, c'est-à-dire qu'il y avait un site qui était clôturé et il se trouve que du coup les riverains n'avaient même aucune idée en fait de cette parcelle-là, de ce qu'ils avaient en leur possession en fait en tant qu'habitants dans ce quartier-là quoi. Et c'est les Gigi en ouvrant ce site leur ont montré en fait ce qu'ils allaient perdre. Et c'est ça qui est vraiment malheureux. Il y avait un des membres de la boîte Saint-Nicaise qui disait aujourd'hui là, parce qu'ils ont perdu le site, nous savons exactement ce que nous allons perdre en fait, parce qu'ils ont fait plein de recherches, les Gigi les ont aidés. Il y a notamment un théâtre de poche donc, qui a été détruit, qui date du XVIIe, XVIIIe siècle, et c'est quand même gravissime dans une ville qui candidate quand même en tant que ville européenne de la culture, où on a détruit un théâtre de poche en fait. C'est-à-dire que même là, en tant qu'architecte, veut dire si on oublie le côté culturel et tout ça, c'est-à-dire que l'agence Atto, même quand elle défendait son projet à l'hôtel Bourteroule, parce qu'ils ont eu l'occasion de promouvoir leur projet, en fait, ils ont parlé d'un îlot de verdure, c'est-à-dire qu'ils ont détruit là actuellement toute la biodiversité sur le site pour mettre des pelouses. Et c'est pour montrer justement comment la propriété privée conçoit en fait les espaces verts, quoi, les non-humains, le vivant, quoi. C'est-à-dire on va raser, on va remettre du vert parce qu'en fait ça équivaut à la même chose, quoi. Et en fait, les jardins joyeux, d'une certaine manière, se sont qualifiés en tant que mandataires des non-humains du site, c'est-à-dire notamment dans leur représentation, on se mettait en animaux, dans les affiches, ils représentaient en fait les non-humains sur le site qui, eux, n'avaient pas le droit à la parole et qui allaient se faire dézinguer par le projet immobilier, quoi. Il y a notamment le rouge-queue-noir qui a été aperçu et en fait son habitat il était protégé, il a été détruit là actuellement en fait. Cette urbanisation néolibérale, il y a de plus en plus de gens qui ont une réinterprétation des communs qui est il faut penser les communs en dehors de l'action privée et de l'action publique. Et c'est pour ça qu'on parle d'un commun au-delà, en fait, justement, du privé et de l'État. Et donc, c'est pour ça qu'on définit plus le commun, non plus comme des biens, c'est-à-dire vraiment quelque chose à consommer, mais comme une action, en fait. C'est-à-dire, il faut un collectif, potentiellement une ressource ou un bien, c'est-à-dire vous, par exemple, le site des Jardins Joyeux, vous, votre collectif, c'était les Jardins Joyeux, et ensuite, toutes des règles qui vont se faire, en fait. Et donc, le commun, finalement, plutôt que les communs, c'est une coactivité qui est en train de se faire, une co-obligation, où des gens vont, on va dire, combattre quelque chose qui se passe et réinstaurer par ailleurs. Et c'est pour ça qu'on parle d'une désinstitution par le commun et d'une réinstitution par le commun. Et c'est plus ou moins ce que vous êtes en train de faire là au sein de l'école, c'est-à-dire que vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche et donc vous allez réinventer par ailleurs et vous allez réinstituer du coup dans une autre manière en fait. Et justement pour en revenir à la manière avec laquelle les architectes conçoivent en fait les sites, c'est-à-dire que nous en tant qu'étudiants, enfin moi j'ai été diplômée du coup en 2020, c'est qu'en fait on conçoit le site vu du haut, c'est-à-dire vraiment c'est des plans, c'est des parcelles et c'est des vides en fait, notamment par le cadastre. Sauf que c'est pas des vides, le résiduel, même c'est horrible comme terme le résiduel, le non-humain c'est du résiduel en fait, on peut le raser et bam on met un projet immobilier en fait dessus, c'est vraiment affreux quoi. Et enfin moi je vous encourage notamment à voir le terraforma de Haït-Touati qui est vraiment hyper intéressant parce qu'elle souhaite montrer l'épaisseur en fait du sol en fait, c'est-à-dire que c'est pas vierge, il faut arrêter avec cette vision surplombante de l'archi ou même du promoteur en fait qui conçoit un projet qui l'impose en fait au reste. Donc ça je trouve que c'est très compliqué parce qu'elles mettent beaucoup de cartes et tout, c'est un collectif de 3 personnes mais vraiment je trouve que c'est primordial et ça change complètement la manière avec laquelle on change le projet quoi. Parce qu'on a beau faire des analyses urbaines, paysagères qui nous gonflent à chaque fois en début de projet parce qu'on a vite envie de dessiner tout ça, d'utiliser les calques, mais en fait c'est primordial quand même de savoir ce que les habitants ils pensent de ce quartier là. C'est dommage qu'on soit pas plus amené même dans le temps long à comprendre les sites dans lesquels on va quoi.